Cher professeur Samantha Besson, je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil constant que vous m'avez réservé dans cette série et pour la liberté de temps que vous m'avez laissée. La conférence précédente était déjà centrée sur cette idée d'auto-illusion qui traverse les relations Afrique-Europe, le fait de croire qu'un dispositif institutionnel, parce qu'il est nouveau ou mieux présenté, suffit à corriger un déséquilibre ancien. Dans cette séance, il s'agit d'aller un cran plus loin. Non pas pour répéter, mais pour montrer comment cette auto-illusion se traduit très concrètement dans un moment précis. Celui où l'on négocie, celui où on est censé mettre sur la table des vraies priorités et où pourtant on accepte que la discussion reste en surface. Je veux montrer qu'un partenariat authentique va au-delà des jeux d'influence. Il oblige à rééquilibrer les rapports de force et si l'on veut des coopérations justes et durables, c'est la seule voie. Je pars d'une conviction. Les responsables européens et africains qui pilotent cette relation entretiennent souvent, sans s'en rendre compte, une forme d'auto-illusion. En médecine, on parle d'auto-illusion quand une personne fausse sa perception de son état de santé. Elle minimise un symptôme, elle nie un problème, parfois pour se protéger de l'angoisse. Cela peut conduire à retarder une consultation, à ne pas suivre un traitement, à sous-estimer la gravité de la situation. On voit alors à quel point le psychologique et le physique sont liés et pourquoi une approche globale est nécessaire. En politique et en diplomatie, on évoque rarement l'auto-illusion parce que c'est une notion délicate. Pourtant, elle éclaire bien des comportements. Au fond, il s'agit d'arranger la réalité pour qu'elle corresponde à ce que l'on souhaite croire de soi et du monde. C'est un mécanisme qui met un voile sur les vérités gênantes et qui réécrit le récit dans un sens plus confortable. Certains dirigeants savent très bien s'en servir. Cela leur permet de gérer les opinions publiques tout en protégeant leurs intérêts. Ce travail de mise en scène peut parfois créer du consensus, ouvrir des passerelles, mais ce sont alors des consensus fragiles, parfois trompeurs, qui manquent de légitimité. Comme un chef d'orchestre, le dirigeant peut aussi utiliser cette auto-illusion pour faire taire les dissonances et mettre en avant les objectifs communs. On donne l'impression d'unité, on renforce le collectif. Sur la scène internationale, cela devient même un outil diplomatique. On façonne son image, on présente ses politiques comme moralement justes, même quand elles sont contestées. L'auto-illusion vient alors arrondir les angles. Mais il faut être lucide. La frontière est très mince entre l'adaptation stratégique et l'enfermement dans son propre récit. Quand l'auto-illusion prend trop de place, elle finit par masquer la réalité et affaiblir la décision. Elle empêche le dialogue honnête, complique la coopération et, au bout du compte, aggrave les tensions. Mesdames et messieurs, depuis le 5e sommet Union africaine-Union européenne, tenu en novembre 2017 à Abidjan, la relation entre les deux continents est présentée comme engagée dans une phase de rééquilibrage. Les communiqués l'affirment, les institutions le répètent, les rapports parlementaires européens le confirment. Pourtant, lorsqu'on observe ce qui a réellement changé dans la distribution du pouvoir de négociation, le constat est plus modeste. L'auto-illusion s'est installée des deux côtés. Du côté européen, l'idée s'est imposée que la multiplication de cadres de révision post-accord de Cotonou, engagé officiellement le 28 septembre 2018 à New York, entre l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, et d'autres instruments type Global Gateway, nouveau partenariat vert,
dispositif de contrôle migratoire en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne, tous suffisaient à démontrer une volonté de partenariat. Du côté africain, on a cru qu'en hissant le dialogue au niveau de l'Union africaine, il deviendrait automatiquement incontournable de négocier continent à continent. Dans les deux cas, l'intensité procédurale a été confondue avec un véritable déplacement du rapport de force. Cette auto-illusion s'explique d'abord par l'évolution du contexte européen. L'Union européenne vit une séquence où la pression politique interne pousse à consacrer des montants très importants au contrôle des migrations, parfois dans la précipitation, tout en affichant un discours de solidarité avec l'Afrique. Dans le même temps, de nouvelles normes commerciales, notamment la taxe carbone européenne ou sur les politiques de protection contre la déforestation, comme celles qui affectent directement les filières de cacao et de café d'Afrique, fragilisent les filières africaines entières sans que l'accompagnement soit toujours à la hauteur. À cela s'ajoute un discours public européen de plus en plus tourné vers la protection de son propre modèle. Dans un tel environnement, il devient commode de montrer que le dialogue avec l'Afrique continue. Un accord signé, un sommet organisé, un instrument lancé. Par exemple, ce mois-ci, on se presse pour donner une visibilité considérable au sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne qui se tiendra à Luanda dans à peu près 2 semaines. Cela permet de masquer que les priorités réelles restent internes. Migration, sécurité, menaces de perte de souveraineté digitale, concurrence géopolitique. Du côté africain, n'est pas exemple de cette dynamique. Les progrès de l'Union africaine, meilleure reconnaissance internationale, entrée au G20, décidée en 2023, et consolidée par la participation africaine aux travaux, rôle accru dans les débats sur la finance, sur le climat, ont nourri l'idée qu'un dialogue continental avec l'Union européenne allait de soi. Mais ce dialogue suppose 2 conditions rarement réunies en même temps. Des dispositions africaines réellement capables d'unifier des positions, jusque dans les dossiers techniques, et une discipline des États pour ne pas privilégier les canaux bilatéraux ou sous-régionaux dès qu'ils apparaissent plus rapides ou plus avantageux sur les domaines qui sont sur les négociations et sur la table. Tant que ces 2 conditions ne sont pas solides, l'Union européenne peut continuer à jouer sur plusieurs niveaux de représentation africaine. Et c'est ce qu'elle fait. Un autre facteur qui vient renforcer cette illusion, c'est le regard européen sur le monde en 2025. Les projections démographiques annoncent une contraction plus rapide que prévue dans plusieurs régions. Certaines puissances s'orientent vers des politiques de visa extrêmement restrictives, parfois avec des frais prohibitifs. Un imaginaire de fermeture s'installe, porté aussi par les débats sur la gestion de la migration irrégulière. Des sujets que j'ai détaillés dans la conférence de ce matin. L'Union européenne importe cet imaginaire dans sa politique africaine, sans toujours le dire. Dans les textes, il est question de mobilité, circulation de compétences, de partenariat pour les talents. Dans les faits, l'effort financier se concentre sur la prévention de la dissuasion. Tant que ce décalage n'est pas assumé, la négociation reste en surface. Il faut enfin noter l'émergence de nouveaux terrains africains, numériques, intelligence artificielle, services basés sur les données, qui pourraient rééquilibrer la conversation. Des estimations circulent déjà sur le potentiel de la technologie et de l'intelligence artificielle dans l'économie africaine à l'horizon 2030. Cela signifie qu'il existe désormais des domaines où l'Afrique peut-être peut être vue d'une façon différente, contributrice plutôt que de se limiter à devenir simple récipiendaire. Si ces sujets ne sont pas placés au centre de la discussion avec l'Europe, on reste enfermé dans l'ancien scénario. L'Europe fixe les normes et l'Afrique s'y adapte. Là encore, la relation se met en scène comme égalitaire, mais ne traite pas les leviers qui rendraient cette égalité crédible. C'est dans ce sens qu'il est pertinent de parler ici de négocier sans y croire. Les formats sont respectés, les annonces sont faites,
les communiqués sont publiés, mais chacun sait que l'architecture profonde de la relation n'a pas bougé. La deuxième chose qu'il faut éclairer est ce dédoublement des cadres qui a suivi le sommet d'Abidjan de 2017 dont j'ai fait référence. À partir de 2018, l'année d'après, deux processus avancent presque au même rythme, mais pas dans la même logique. D'un côté, le suivi politique, Union africaine, Union européenne, issu du sommet d'Abidjan, avec l'idée que l'Union africaine, et non plus seulement des regroupements hérités des accords de Lomé et de Cotonou, qui ne concernent pas l'ensemble de l'Afrique, doit parler au nom du continent. De l'autre, la renégociation de l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, malgré le mot Afrique dans l'ensemble, comme j'ai dit, pas tous les pays africains ne sont pas représentés. Donc avec, côté africain, le ministre togolais Robert Dussé comme négociateur en chef, et côté européen, d'abord le commissaire Neven Mimicha, puis à partir de 2019, il est remplacé par la commissaire à la coopération internationale Jutta Urpilainen. Cette négociation aboutira à un texte paraphé à Bruxelles en 2021, 15 avril 2021, et finalement signé le 15 novembre 2023 à Apia, aux îles Samoa. Sur le papier, ces deux trajectoires ne s'opposaient pas. La première devait donner sa dignité politique au dialogue avec l'Afrique au niveau continental. La seconde devait assurer la continuité juridique et financière d'une relation que l'Union européenne ne voulait pas voir se rompre avec ce club qu'elle a désigné comme un club spécial, les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Mais ce qui masque cet ensemble, c'est vraiment une réalité coloniale. Mais dans la pratique, elles ont toutes les deux trajectoires neutralisées l'une à l'autre. Ce qui relevait des dossiers sensibles, migration, conditionnalité, accès aux ressources, priorisation budgétaire, a été maintenu dans le cadre le plus ancien, celui où l'Union européenne se sentait plus à l'aise, celui où la multiplicité de partenaires du Sud laissait moins de place à une position africaine unique, par exemple en excluant de ces accords les pays d'Afrique du Nord. Dans le même temps, le canal Union africaine-Union européenne a été valorisé dans les communiqués et même relancé lors du sommet qui a succédé à celui d'Abidjan, le sommet Union africaine-Union européenne de Bruxelles en février 2022, mais avec un contenu qui restait pour l'essentiel déclaratoire. C'est ce décalage qui donne parfois l'impression que l'Afrique est reconnue, mais pas totalement admise à la table où se décident les clauses. L'Union européenne a aussi utilisé un ressort classique, parler à tous les niveaux africains, mais pas toujours du même sujet. Avec l'Union africaine, on traite de paix et sécurité, de gouvernance, de climat, de la montée en puissance de la zone de libre-échange africaine. Avec certains ensembles régionaux, sous-régionaux en Afrique, on discute migration, contrôle de frontières, parfois avec des financements très concrets. Et avec certains États, on négocie des arrangements beaucoup plus opérationnels, par exemple sur les retours ou sur un équipement de forces de sécurité. Chacun de ces échanges peut être justifié. Mais, mis bout à bout, ils réduisent le poids du canal continental. Et ils rendent plus difficile pour l'Union africaine d'imposer un principe simple. Si l'Afrique est désormais au G20, si elle est reçue dans les formats internationaux comme un acteur politique, alors la négociation avec l'Union européenne devait suivre ce même niveau. Il faut aussi dire que l'Afrique n'a pas toujours fermé la porte à ces dialogues parallèles. Certains États membres de l'Union africaine ont vu une façon d'obtenir plus vite un appui budgétaire, un financement d'infrastructures vertes ou un accord migratoire conforme à leurs priorités nationales, quelquefois même juste être choisi pour abriter une grande conférence internationale. D'autres ont estimé que le rythme continental était trop lent par rapport à l'urgence de leurs besoins. Dans ces conditions,
l'Union européenne a prétendu conserver l'ancien cadre des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, comme canal principal pour l'argent, et le nouveau cadre, Union africaine, Union européenne, comme scène de reconnaissance politique. Ce qui se révélera être un leurre, puisque l'accord final d'Apia avec les pays ACP n'a absolument aucune clause d'obligation financière, et ce qui a été promis sans être écrit est loin de ce qui a été rempli. En effet, pendant des années, tout le monde continue à négocier avec une attitude de méfiance et cynisme. Résultat, on s'est retrouvé avec 2 séries de textes, 2 séries de réunions, 2 séries de communiqués, mais pas avec 2 séries de gains. L'Afrique n'a pas obtenu, dans le cadre du post-Cotonou, même actualisé, ce qu'elle espérait dans le registre continental, une reconnaissance pleine de la Commission de l'Union africaine comme interlocuteur principal, un alignement sur ses priorités d'industrialisation ou sur ses demandes de mobilité. Mesdames et messieurs, l'Union européenne, de son côté, a pu dire qu'elle poursuivait le dialogue avec l'Afrique, sans toujours préciser lequel. C'est cela que j'appelais tout à l'heure une neutralisation. Chacun des 2 cadres a servi de justification à l'autre, mais aucun n'a suffi à corriger le déséquilibre initial. Et il faut encore ajouter une couche de complexité. Chaque fois qu'un pays européen occupe une position de visibilité au niveau européen ou mondial, genre G20, G7, nous nous sommes habitués à espérer le lancement d'une initiative nouvelle pour l'Afrique. J'ai compté 41 initiatives du genre depuis 2000. La 3e dimension de cette négociation, sans y croire, est la façon dont la forme a fini par prendre le pas sur le résultat. Une fois que les 2 rails étaient installés, le politique, Union africaine, Union européenne d'un côté, le juridique financier, le post-Cotonou de l'autre, il est devenu assez facile de produire des textes qui semblaient cocher toutes les cases du partenariat moderne. Transition verte, jeunesse, numérique, mobilité, sécurité maritime, industrialisation, soutien au libre-échange. Mais dans le même temps, l'environnement politique européen changeait dans un sens beaucoup moins coopératif. Et l'environnement politique africain changeait aussi dans un sens de fragmentation. Plusieurs gouvernements, inquiets de la progression de l'extrême droite, ont massivement financé le contrôle des migrations. Bruxelles avançait sur des règlements commerciaux aussi, qui ont immédiatement créé le chaos dans les producteurs africains. La priorité donnée au mécanisme carbone CBAM a dérouté les Africains par son unilatéralisme. L'opposition européenne à la libéralisation dans l'utilisation de brevets liés au vaccin pendant la pandémie a choqué les Africains. On n'est pas loin de l'approche unilatérale des tarifs annoncés par les Américains, malgré les justifications plus retoquées. Entre-temps, plusieurs capitales ont continué d'annoncer des coupes ou des redéploiements de leur aide publique au développement, à contre-courant de ce qui a été promis dans la table de négociation. Les pays les plus vulnérables se sont retrouvés devant un double choc. Baisse de l'aide et hausse de certaines barrières commerciales. On était donc dans un contexte où l'effort réel allait vers la protection européenne, mais où le discours insistait encore sur le concept mal compris de partenariat équilibré. Cela produit une contradiction très visible dans la négociation. D'un côté, des documents très policés, rédigés plutôt à Bruxelles, avec beaucoup de références aux objectifs internationaux, comme les objectifs de développement durable. De l'autre, des décisions concrètes qui compliquaient la vie des partenaires africains sans consultation préalable, des décisions unilatérales. Quand l'Union européenne durcit les règles pour entrer sur son marché au nom de la durabilité, sans que les petits producteurs aient les moyens de se mettre à niveau,
la relation ne paraissait pas très partenariale. Quand l'Union européenne a investi dans le contrôle des côtes, des frontières, des routes migratoires, sans ouvrir des canaux de mobilité légale, la relation ne peut pas être considérée comme équilibrée. Pourtant, on continue à publier des communiqués conjoints, on continue à parler d'agenda partagé. C'est précisément cela, négocier sans y croire. Maintenir le rituel alors que la substance s'éloigne. À cela s'ajoute une forme de autocentrage européen que plusieurs analyses ont souligné. L'Europe regarde beaucoup ses propres fractures, ses propres électorats, ses promesses, ses peurs. Elle est obsédée par l'idée de ne pas nourrir davantage les discours d'extrême et donc elle utilise l'externalisation de ses préoccupations, par exemple migratoires ou environnementales, vers des partenaires du Sud. Pourtant, l'Europe veut rester la puissance normative, celle qui écrit les standards. L'Afrique se retrouve face à une Union européenne qui dit « Voici nos priorités, voici nos règles, voici l'argent pour que vous les appliquiez », mais qui ne bouge pas vraiment sur les dossiers que l'Afrique met devant elle. Coût de capital, industrialisation, mobilité étudiantine et professionnelle, reconnaissance pleine du rôle de l'Union africaine. Dans ces conditions, les négociateurs africains comprennent vite que la marge est étroite. On conclut donc des textes qui évitent le conflit, surtout le conflit frontal, mais qui n'ouvrent pas de nouveaux espaces. Le paradoxe est encore plus grand si l'on regarde les tendances globales en 2025. Débat sur la contraction démographique mondiale plus rapide que prévu, je l'ai dit, durcissement spectaculaire de certains frais, glissement vers la logique de zéro migration même de la part des Américains. Ce sont des sujets qui devraient inciter l'Europe à dire « Nous avons intérêt à une Afrique plus intégrée, plus industrialisée, plus mobile ». Or, la négociation se contente souvent de renvoyer les questions de mobilité à plus tard, d'encourager l'industrialisation sans traiter les barrières concrètes, de saluer le potentiel numérique africain sans faire un axe structurant. Là encore, la forme avance plus vite que le fond. Ce décalage a aussi un coût politique pour l'Afrique. Quand les élites africaines reviennent de Bruxelles ou d'une signature à Apia en disant que la relation a été renouvelée, mais que dans quelques mois plus tard, leurs exportations sont menacées par une norme européenne ou que les budgets d'aide diminuent, la crédibilité de la négociation est entamée. La prochaine fois qu'un texte est présenté comme historique, il est accueilli avec plus de scepticisme. À force, cela installe l'idée que la négociation est un passage obligé, pas un levier de transformation. On y va parce qu'il faut y aller, mais pas parce qu'on croit que la relation va vraiment changer. On aboutit ainsi à une scène un peu étrange. Tout est très documenté, très balisé, très conforme aux standards de bonne négociation, mais l'effet transformateur n'est pas au rendez-vous. La relation est censée être entre deux unions politiques, mais elle reste traitée comme une relation d'ajustement à des politiques. Dans ce cas de figure, à des politiques européennes déjà décidées. L'Afrique, dans ce contexte, doit sans cesse rappeler que son agenda n'est pas seulement de s'insérer dans les chaînes de valeur propres, dans le sens de durabilité propre, mais de bâtir ses propres capacités productives, de financer sa transition, d'absorber sa jeunesse. Tant que cet agenda ne trouve pas sa place dans le cœur des instruments européens, ceux qui décident des volumes, des règles, des conditionnalités, la négociation continuera de produire surtout de la rhétorique. Ce qui devient visible, c'est que la base morale implicite de la négociation ne tient plus. Pendant longtemps, elle reposait sur une idée simple. L'Europe aide. L'Afrique reçoit. Tout le monde sauve la face. C'était l'économie de la compensation. Elle collait à un moment
où l'Europe avait encore de la marge budgétaire, un récit humaniste, et où l'Afrique cherchait surtout un accès aux ressources et à la visibilité. Mais ce moment est passé. La pandémie l'a montré crûment. Quand l'urgence a été totale, la solidarité a été repliée. Beaucoup d'annonces, moins de livraison. Des crédits requalifiés en nouveaux financements, des priorités européennes surdimensionnées et placées en dessous des besoins urgents africains. Et une fois que cela est arrivé, il est difficile de revenir à l'idée d'une Europe altruiste par nature. On entre dans une zone de doute. Entre-temps, le monde a accéléré. Fragmentation géopolitique, concurrence industrielle, tarifs américains qui frappent fort tous azimuts, instaurant de nouvelles règles de commerce. Dans cet environnement, continuer à parler d'une relation fondée sur la générosité paraît daté. Ce n'est plus le langage qui organise les flux actuels. Le langage dominant est redevenu celui de l'intérêt. Il y a aussi un affaissement de l'empathie. Pendant des années, l'argument était moral, histoire partagée, responsabilité, voisinage. Aujourd'hui, l'argument est défensif. Protéger les classes moyennes européennes, calmer les peurs migratoires, financer la transition verte chez soi. L'espace politique pour faire de l'Afrique une grande cause s'est rétréci. Avec un discours plus clair, d'autres acteurs arrivent. Pas d'altruisme, pas de culpabilité, juste du business. Cash, infrastructure contre ressources, financement contre accès, appui politique contre alignement, sécurité contre l'or au diamant. C'est lisible, c'est transactionnel. Et cela arrive vite. Si l'Europe continue à parler comme dans les années 2000, tout en livrant comme en 2025, la comparaison est défavorable. La négociation devient un rituel que l'on fait parce qu'il faut le faire, mais parce qu'on croit à sa puissance. Il faut ajouter la dimension démographique, encore une fois, et technologique aussi, que j'ai détaillée dans la conférence de ce matin, parce que l'Afrique n'est plus seulement le continent à aider, c'est le marché à conquérir, le vivier de main-d'œuvre, le détenteur de tarifs naturels et de minerais stratégiques. C'est la négociation qui doit reconnaître ce basculement. Elle reste accrochée à une époque où l'Europe fixait les termes et l'Afrique demandait des dérogations. Ce n'est plus le cas. L'Afrique s'est donné l'espace de devenir transactionnelle aussi. Elle n'a pas peur d'être dans le mur et de ne pas choisir avec d'autres critères que son propre intérêt. Elle ne croit plus à la moralité de la relation. Elle essaye plutôt de se libérer d'un mécanisme qu'elle trouve de plus en plus difficile à accepter. C'est là que le lien avec le piège de l'auto-illusion est direct. L'absence de résultats de transformation pèse. Tant que les négociations ne débouchent pas sur une baisse de coûts de capital, sur de la transformation locale des minerais, sur une vraie mobilité des compétences, elles confirment que l'ancien modèle ne livre plus. Mesdames et messieurs, je pense que ce cycle de conférences du Collège consacré aux relations Afrique-Europe dans le contexte de réordonnancement du multilatéralisme avait un fil conducteur. Montrer que la relation fonctionne encore avec des outils anciens alors que le contexte a changé. La bonne image est celle de la carte de navigation. On dispose encore d'une belle carte, bien dessinée à Bruxelles et d'une certaine façon à Addis Abeba aussi. On y voit les routes, les escales, les points de rencontre.
Mais la mer a changé. Les courants démographiques poussent vers l'Afrique. Les vents technologiques ne viennent plus tous d'Europe. D'autres navires sont entrés dans la zone. Et si l'on continue à suivre la vieille carte sans tenir en compte ces nouveaux courants, on finit par faire de longs détours et par annoncer des arrivées qui n'ont pas lieu. La relation n'a pas besoin de plus de commentaires sur la carte. Elle a besoin qu'on la redessine ensemble. C'est à ce prix que la négociation pourra retrouver sa crédibilité. On n'obtient pas dans les négociations ce qui est juste. On obtient ce dont on se bat. Merci.